Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre. Comprendre le monde, les dieux, l'invisible, et parfois ce qu'elle découvre dépasse ce qu'elle est prête à affronter. Dans les recoins les plus sombres de l'histoire, il y a des lieux, des objets qui semblent cacher une certaine vérité. Des manuscrits anciens couverts de symboles que personne n'arrive à déchiffrer, des archives cachées où reposent peut-être de grands secrets qui pourraient changer la face du monde. C'est tout autant de choses qui fascinent et qui peuvent un peu faire émoustiller les cerveaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 théories du complot, 5 histoires de conspiration. J'espère que ça vous intéressera et si vous êtes prêts, on est parti pour découvrir tout ça. L'histoire des Illuminati commence dans une époque d'agitation et de bouleversement. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, un moment où l'Europe entière vacille sous le poids des idées nouvelles. Les monarchies chancellent, les peuples s'éveillent, et partout on remet en cause l'autorité, la religion et les traditions qui semblaient immuables depuis des siècles. C'est dans ce contexte qu'un homme, Adam Weishaupt, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt en Bavière, décide de fonder un groupe qui changera à jamais la perception du secret et du pouvoir. Son but est de créer une société intellectuelle vouée à la raison, à la connaissance et à la fin des superstitions religieuses. Nous sommes en 1776, l'année où naît officiellement l'ordre des Illuminati. Adam rêvait d'un réseau d'esprits éclairés, capable d'influencer la société depuis l'ombre. Des hommes cultivés, discrets, qui utiliseraient la logique et la science pour affaiblir le pouvoir des institutions religieuses et libérer la pensée humaine. L'ordre devait rester secret, exclusif, structuré, car selon ses membres, c'est dans l'ombre qu'on peut le mieux transformer le monde. Mais ce rêve n'a pas duré. En 1785, le gouvernement bavarois, inquiet de cette organisation jugée subversive, fait interdire l'ordre. Ses membres sont arrêtés, dispersés ou forcés de disparaître. Officiellement, les Illuminati cessent d'exister. Officiellement seulement, car leur mythe, lui, ne s'est jamais éteint. Au contraire, il s'est amplifié, nourri par la peur, les rumeurs et cette fascination humaine pour les puissances cachées. L'idée qu'un groupe secret dirige le monde depuis l'ombre, contrôlant les nations, les guerres et les économies, s'est enracinée dans l'imaginaire collectif. Avec le temps, les Illuminati sont devenus plus qu'un simple souvenir historique. Ils sont devenus un symbole, celui du pouvoir invisible, du secret qui, peut-être, n'a jamais cessé d'exister. Officiellement disparus depuis la fin du XVIIe siècle, certains affirment pourtant qu'ils ont continué à agir depuis l'ombre. Cette idée d'une élite secrète manipulant les affaires du monde répond à un besoin profondément humain, celui de donner un sens au chaos. Quand le monde devient imprévisible, quand les événements semblent échapper à toute logique, beaucoup cherchent une main cachée derrière le voile. Un pouvoir silencieux tapis dans les coulisses de l'histoire. Et souvent, ce pouvoir porte le nom des Illuminati. Les historiens, eux, reconnaissent que des sociétés secrètes ont bel et bien existé à travers le temps. Certaines ont eu une influence réelle, comme la franc-maçonnerie, présente dans de nombreux pays et souvent liée aux grands mouvements politiques et philosophiques de l'époque moderne. Mais la légende contemporaine des Illuminati, c'est autre chose. Un mélange instable de faits historiques, de rumeurs et d'imagination. Certains récits leur attribuent la Révolution française, d'autres la naissance du communisme, voire le contrôle des systèmes financiers ou des agences d'espionnage mondiales. Des hypothèses fascinantes, mais jamais prouvées. Ce flou, cette zone d'ombre entre la vérité et le mythe, c'est précisément ce qui entretient leur pouvoir. Et dans ce royaume du secret, les symboles jouent un rôle central. Le plus célèbre est sans doute l'œil dans le triangle, le fameux œil qui voit tout. On le retrouve sur le revers du grand sceau des États-Unis et sur chaque billet d'$1. Certains y voient un signe d'illumination, la vision divine qui veille sur l'humanité. D'autres y lisent le symbole d'une surveillance totale, le regard invisible d'un pouvoir qui contrôle sans jamais se montrer. L'œil, souvent entouré de rayons lumineux, représenterait la connaissance, la sagesse, la lumière de la vérité. Sous lui, la pyramide, symbole de stabilité, de puissance et d'éternité. Mais sa pointe inachevée évoque une idée troublante, celle d'un savoir encore incomplet, d'une vérité cachée qui nous échappe toujours. Parmi d'autres signes associés aux sociétés secrètes, on retrouve également le pentagramme, la chouette et plusieurs emblèmes anciens dont la signification s'est perdue dans le temps, comme autant de fragments d'un langage oublié, réservé à ceux qui savent regarder au-delà du visible. Depuis des siècles,
les symboles des sociétés secrètes se sont glissés dans notre quotidien. Dans les églises, sur les monuments, dans les œuvres d'art et même dans l'architecture moderne, ils se cachent à la vue de tous. Discrets pour les yeux profanes, évidents pour ceux qui savent regarder. L'un des ordres les plus anciens, la franc-maçonnerie, partage d'ailleurs de nombreux signes avec la mythologie des Illuminati. Le compas, l'équerre, la pyramide, l'œil, les motifs géométriques. Cette similitude alimente depuis longtemps l'idée d'un réseau invisible, un ensemble de groupes interconnectés, travaillant ensemble ou issus d'une même origine cachée. Plus ces symboles se croisent, plus l'idée d'une toile mondiale d'influence gagne en force. Une toile tissée entre loges, ordres et cercles restreints que certains imaginent tirer les ficelles des grands événements de l'histoire. Pour beaucoup, les Illuminati, les francs-maçons et d'autres sociétés semblables coopéreraient secrètement pour orienter le destin du monde. Rien ne prouve cette théorie bien sûr, mais les coïncidences, les symboles récurrents et la fascination humaine pour les motifs cachés entretiennent l'illusion d'une présence continue dans l'ombre. Et si ces signes n'étaient pas là par hasard? Aujourd'hui, cette fascination n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée. La culture populaire s'en est emparée et l'a transformée en mythe moderne. Films, séries, romans, jeux vidéo, tous entretiennent le culte du secret. d'Eyes Wide Shut à Da Vinci Code, le cinéma a ancré dans notre imaginaire ses rassemblements nocturnes, ses rituels étranges, ses élites cachées dirigeant le monde derrière des portes closes. Fiction ou réalité, ces histoires ont nourri une certitude, le pouvoir ne se montre jamais. Même la musique n'y échappe pas. Des stars mondiales utilisent ouvertement les symboles les plus ésotériques, pyramides, yeux, triangles lumineux. Sur scène ou sur leur pochette d'album, ces images nourrissent un double discours, simple esthétique ou alors message codé. Les fans, eux, débattent, analysent, relient chaque geste, chaque logo, chaque clip à un réseau occulte. Et plus ces symboles circulent, plus la croyance s'ancre. Un cercle sans fin. Les artistes les utilisent, les spectateurs y croient, et chaque nouvelle apparition semble confirmer que quelque chose, quelque part, agit encore dans l'ombre. Avec l'essor d'Internet, les Illuminati sont passés du secret au mythe numérique. Forums, blogs, vidéos et réseaux sociaux regorgent aujourd'hui d'analyses décortiquant chaque geste, chaque parole, chaque image d'une célébrité à la recherche du moindre signe d'appartenance. Un symbole dans un clip, un geste sur scène, une coïncidence visuelle, tout devient suspect. Les uns y voient un message codé, les autres une simple coïncidence. Mais dans tous les cas, le doute s'installe. Aucune preuve concrète n'existe bien sûr, et pourtant ces théories persistent. Elles traduisent quelque chose de profond, la méfiance instinctive envers le pouvoir. Beaucoup ont la conviction que ceux qui dirigent cachent la vérité. Et quand le monde paraît trop complexe, l'idée d'une société secrète qui tire les ficelles offre une explication rassurante. Cette fascination ne parle pas seulement des Illuminati, elle dit quelque chose de nous, de notre époque, de notre besoin de comprendre qui détient réellement le pouvoir. Elle interroge la transparence, l'influence, la manipulation, les gouvernements en disent-ils tout, les grandes fortunes dirigent-elles le monde depuis l'ombre, et si ce que nous appelons hasard n'était qu'un autre mot pour plan caché. Ces récits nous poussent à regarder au-delà de la surface, à imaginer ce qui se dissimule derrière le rideau de la vie publique. Car au fond, les Illuminati ne sont peut-être qu'un miroir, un symbole collectif de nos peurs et de nos espoirs. Ils incarnent la tension éternelle entre ce que nous savons et ce que nous soupçonnons, entre la lumière et l'ombre. Qu'on les voit comme un fait historique, une légende symbolique ou un phénomène culturel, leur histoire nous invite à poser les vraies questions. Qui décide réellement ? Pourquoi certaines vérités sont-elles cachées? Et surtout, à quel point avons-nous besoin de croire qu'il existe une main invisible pour donner un sens au chaos du monde? C'est peut-être là le véritable pouvoir des Illuminati. Non pas celui de gouverner le monde, mais celui d'habiter nos esprits. En fin de compte, si le mythe des Illuminati fascine encore aujourd'hui, c'est parce qu'il touche à quelque chose d'universel. Cette idée qu'au cœur du chaos du monde, il existe un plan, une main invisible qui tire les ficelles, donne un sens à l'incompréhensible. Nous voulons croire qu'il y a une logique, un ordre secret derrière la confusion, et peut-être que cette croyance elle-même est ce qui maintient le mythe en vie. Les Illuminati, qu'ils soient réels ou imaginaires, reflètent nos propres obsessions. Ils incarnent le besoin de comprendre, de donner un visage à l'invisible, d'imaginer qu'au-delà des apparences, quelqu'un ou quelque chose sait. Car au fond, ce n'est pas le pouvoir qu'ils représentent qui nous captive, mais le mystère. Celui qui pousse chacun de nous à lever les yeux vers les symboles, à chercher des signes dans la lumière et dans l'ombre, et à se demander, encore une fois, et si tout cela n'était pas une coïncidence ?
Le ciel, au-dessus de nos têtes, semble souvent paisible. Bleu, immobile, traversé par quelques nuages ou par le passage lent d'un avion. Et pourtant, depuis des décennies, ce même ciel intrigue, divise et nourrit les théories les plus étonnantes. Car derrière cette façade tranquille, un mystère persiste, ces longues traînées blanches qui suivent les avions à haute altitude. Des marques éphémères qui s'étirent, se dissipent ou s'élargissent jusqu'à voiler le soleil. Pour la plupart des scientifiques, il s'agit de traînées de condensation, des contrails, simples nuages artificiels formés à la rencontre des gaz chauds des réacteurs et de l'air froid de la haute atmosphère. Mais pour d'autres, ces traces cachent bien plus. Une intention, un contrôle, une manipulation du ciel lui-même. C'est de cette idée qu'est née l'une des théories les plus persistantes du monde moderne, celle des chemtrails. Selon cette théorie, les traînées que nous voyons ne seraient pas anodines. Elles seraient le résultat d'un épandage de produits chimiques ou biologiques à grande échelle, orchestrés par des gouvernements ou des organisations secrètes. Le but, contrôler la météo, influencer les récoltes, modifier le climat, ou pire encore, agir sur la santé et le comportement des populations. Les partisans de cette théorie affirment que ces lignes blanches persistent bien plus longtemps que des traînées normales, formant des motifs étranges dans le ciel. Certains prétendent y détecter des métaux lourds comme l'aluminium ou le barium, accusés de s'accumuler dans l'air et dans les sols. Les motivations avancées varient. Contrôle climatique, régulation démographique, expérimentation biologique ou même manipulation mentale. En apparence farfelue, ces idées révèlent pourtant une angoisse très humaine, la peur de perdre le contrôle sur la nature. Pour la science, les contrails ne sont rien d'autre qu'un phénomène météorologique parfaitement naturel. Lorsque les gaz brûlants des réacteurs rencontrent l'air froid et humide des hautes altitudes, la vapeur d'eau se condense, formant de minuscules cristaux de glace. Ces traînées peuvent disparaître en quelques minutes ou s'étirer pendant des heures selon la température, l'humidité et le vent. Elles peuvent même piéger la chaleur du sol et contribuer très légèrement au réchauffement climatique, un effet bien réel mais mesuré. Aucune étude sérieuse, aucun rapport scientifique indépendant n'a jamais prouvé l'existence d'un programme mondial d'épandage chimique. Et pourtant, la méfiance reste là, car dès que les explications officielles paraissent trop lisses, trop techniques, l'imaginaire reprend le dessus et le ciel, immuable, devient soudain un champ d'expérimentation invisible. Si les chemtrails n'existent pas, la géo-ingénierie, elle, est bien réelle. Depuis des décennies, des chercheurs et des gouvernements testent des méthodes pour influencer le climat, faire tomber la pluie, disperser les nuages, atténuer les tempêtes. La technique la plus connue s'appelle le cloud seeding, littéralement ensemencement des nuages. Elle consiste à propulser dans l'air des particules comme l'iodure d'argent, destinées à favoriser la condensation de la vapeur d'eau et donc la pluie. Ces programmes sont légaux, surveillés et limités. On les utilise pour l'agriculture, la gestion de l'eau, voire la prévention des catastrophes naturelles. Mais ils alimentent, malgré eux, les suspicions. Car si l'on peut provoquer la pluie, pourquoi ne pourrait-on pas provoquer une sécheresse? Et si ces technologies tombaient entre deux mauvaises mains? Certains imaginent déjà des projets plus ambitieux ou plus inquiétants. Injecter des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour refroidir la planète, manipuler le rayonnement solaire, créer un bouclier climatique. Autant d'idées à la frontière entre science et démesure. Ces concepts, encore théoriques, soulèvent une question vertigineuse. Jusqu'où l'humanité est-elle prête à aller pour façonner la nature à son image? Derrière la théorie des chemtrails, il n'y a pas seulement la peur du poison, il y a la peur du secret. La peur que les décisions qui changent notre monde se prennent loin du regard public. Les gouvernements et les entreprises ont toujours protégé leurs programmes scientifiques ou militaires par le silence. Mais ce silence, dans une ère de désinformation et de méfiance généralisée, nourrit la suspicion. Chaque image, chaque témoignage devient une preuve potentielle. Et sur Internet, ces récits se propagent à la vitesse de la lumière. Des forums aux réseaux sociaux, les discussions s'enflamment. Les uns dénoncent un complot global, les autres y voient une simple erreur d'interprétation. Mais au fond, tout le monde partage la même inquiétude. Et si la science avait dépassé la frontière de ce qu'elle devrait contrôler? La croyance dans les chemtrails a aussi des effets concrets. Certains refusent de voyager en avion, d'autres exigent la transparence totale des autorités, des mouvements citoyens naissent appelant à bannir les épandages aériens. Les débats juridiques et politiques s'enchaînent, opposant sceptiques et croyants, climatologues et militants. Mais au cœur de ces tensions, une question demeure. Comment concilier la science,
la technologie et la confiance du public. Car il est vrai que la frontière entre manipulation et innovation devient chaque jour plus floue. Les expériences sur le climat, même légales, soulèvent des dilemmes éthiques. Jusqu'où l'homme peut-il intervenir sans bouleverser les équilibres naturels? Cette fascination pour le contrôle climatique ne date pourtant pas d'hier. Depuis toujours, l'humanité rêve de maîtriser les éléments. Faire tomber la pluie, stopper la foudre, apprivoiser les saisons. Mais à mesure que la technologie avance, ce rêve devient plus réel et plus dangereux. Certains voient dans la géo-ingénierie une arme pour sauver la planète du réchauffement. D'autres, une folie moderne qui pourrait tout détruire. Chaque progrès amène son ombre, celle de l'incertitude. La science nous promet de comprendre la nature, mais comprendre c'est aussi s'approcher du pouvoir de la modifier. Et quand ce pouvoir devient trop grand, la frontière entre le bien et le risque se brouille. Peut-être que le mystère des chemtrails ne parle pas vraiment du ciel, mais de nous, de nos espoirs, de nos peurs et de notre besoin de croire que rien n'est vraiment laissé au hasard. Ces traînées blanches sont devenues un symbole, celui de la curiosité, mais aussi de la méfiance. Elles reflètent notre obsession du contrôle, notre peur de l'invisible et notre éternelle quête de réponse. Le ciel, au fond, n'est pas seulement un décor, c'est un miroir, un espace où se projettent nos doutes, nos désirs et notre incapacité à accepter l'inconnu. Qu'elle soit de vapeur ou de métal, ces traces dans le ciel nous rappellent une chose essentielle, notre besoin désespéré de trouver un sens à tout, ce que nous ne maîtrisons pas. Et chaque fois que l'on lève les yeux vers ces lignes blanches, on ne cherche peut-être pas à comprendre le ciel, mais à comprendre nous-mêmes. Les manuscrits anciens possèdent une aura que le temps n'a jamais ternie. Leur simple existence éveille la curiosité, mais ce qui fascine vraiment, ce sont les symboles et les images qu'ils contiennent. Des formes étranges, des motifs codés, des visages figés dans l'or et l'encre semblent en murmurer un message venu d'un autre âge. Ces dessins ne sont pas de simples ornements. Depuis des siècles, chercheurs, historiens et passionnés tentent d'en percer le sens. À première vue, tout semble décoratif, œuvre de moines ou de scribes désireux d'embellir des textes religieux ou savants. Mais en regardant de plus près, une autre vérité se dévoile. Ces symboles semblent parler un langage à part, une écriture secrète dissimulée dans l'art lui-même. À travers l'histoire, ces manuscrits n'ont pas seulement transmis la foi ou la connaissance. Certains chercheurs pensent qu'ils renferment une sagesse ésotérique, codée pour être comprise par quelques initiés seulement. Un savoir trop dangereux pour être livré au monde, ou trop précieux pour être partagé librement. Les images de ces ouvrages mêlent souvent des signes religieux à des symboles astrologiques, alchimiques ou même des alphabets inconnus. Les astres s'y croisent avec des anges, les cercles géométriques se mêlent aux croix et aux constellations. Chaque page semble raconter une histoire cachée, une vision de l'univers où le spirituel, le cosmique et le mystique ne font qu'un. Certains y voient des guides vers une connaissance perdue, un savoir universel effacé par les siècles. D'autres pensent qu'ils ne sont que des œuvres d'art. Mais à chaque lecture, une question revient. Ces manuscrits ont-ils été créés pour être compris ou pour rester indéchiffrables? Parmi tous ces trésors, le manuscrit de Voynich est sans doute le plus fascinant. Découvert au début du XXe siècle, il est écrit dans une langue inconnue, illustré de plantes impossibles, d'étoiles étranges et de figures humaines plongées dans des bains ou des rituels incompréhensibles. Personne n'a jamais pu déchiffrer son alphabet. Certains pensent qu'il s'agit d'un guide médicinal du Moyen-Âge, d'autres d'un traité d'alchimie, et quelques-uns d'une pure invention destinée à tromper les érudits. Mais malgré des décennies d'études, aucune théorie ne s'impose. Et c'est peut-être là son véritable pouvoir, rappeler à l'humanité que certains mystères résistent au temps, comme s'ils avaient été conçus pour ne jamais livrer leurs secrets. Autre joyau de l'histoire, le livre de Kells, créé par des moines celtes vers le IXe siècle. Chaque page est une explosion d'ornements, de spirales, d'animaux entrelacés et de motifs hypnotiques. Et derrière cette beauté se cache, selon certains, un message spirituel codé. Des figures païennes mêlées à des symboles chrétiens, des créatures mythiques associées à des lettres sacrées, comme si ces moines avaient voulu unir deux mondes, celui de la foi et celui des traditions anciennes absorbées dans le christianisme. Peut-être que seules les âmes initiées à ces mystères religieux pouvaient en comprendre le sens. Peut-être que ces images étaient un moyen d'écrire sans mots, de transmettre un enseignement secret à travers la couleur et la forme. Le Ripley Scroll, écrit au XVe siècle, offre une autre porte d'entrée vers le savoir caché. Ce manuscrit alchimique
couverts de figures humaines, d'animaux fantastiques et d'engrenages étranges, raconte la quête de la pierre philosophale, cette substance mythique censée offrir l'immortalité et transformer le métal en or. Chaque dessin y est un symbole. Un serpent pour la transformation, une couronne pour la perfection, un feu pour la purification. Ces images forment un langage codé que seuls les initiés pouvaient lire. Un mélange de science, de mysticisme et de philosophie, où l'or spirituel compte autant que l'or matériel. Pour beaucoup, ces œuvres ne sont pas seulement des traités d'alchimie, mais des cartes mentales, destinées à guider l'esprit vers une compréhension plus profonde de la nature et du divin. Les manuscrits illuminés ont survécu aux guerres, aux incendies, aux censures, et leur simple existence semble défier le temps. Ils ont traversé les époques où les savoirs jugés dangereux étaient détruits, brûlés ou bannis. Et pourtant, certains de ces textes ont subsisté comme s'ils étaient protégés par la main du hasard ou par celle de ceux qui savaient. Certains historiens y voient des dépôts de connaissances interdites conservés par des moines ou des sociétés secrètes, loin des masses et du regard des puissants. Des fragments d'un savoir que l'Église, peut-être, n'était pas prête à partager. Chaque page est un défi au temps, un morceau d'humanité qui refuse d'oublier. Pourquoi ces livres nous fascinent-ils autant? Parce qu'ils sont le reflet de notre propre curiosité. Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre ce qu'on lui a caché. Ces manuscrits sont la trace tangible d'une époque où la connaissance était sacrée, parfois interdite, et où chaque mot, chaque dessin pouvait dissimuler une vérité dangereuse. Leur art, leur langage et leurs symboles nous rappellent que le savoir n'a jamais été neutre. Il a toujours été synonyme de pouvoir, et ces œuvres sont les témoins silencieux de ce lien éternel entre la lumière de la connaissance et l'ombre du secret. Même aujourd'hui, alors que la science déchiffre l'univers, nous continuons à tourner les pages de ces ouvrages avec le même sentiment, celui de frôler quelque chose qui nous dépasse, un savoir plus ancien, plus pur ou plus inquiétant. Les chercheurs modernes ont percé une partie de leur mystère, découvrant que certains symboles servaient de repères théologiques ou de moyens mémotechniques. Mais même les explications rationnelles n'effacent pas leur magie. Chaque découverte ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de questions. Et à mesure que la science avance, le mystère, lui, s'épaissit. Ces manuscrits sont devenus une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et même la culture populaire. On les retrouve dans les romans, les films, les théories occultes et les légendes modernes. Ils incarnent le lien entre l'art, la foi, la connaissance et le secret. Le véritable secret des manuscrits illuminés ne réside peut-être pas dans leur contenu, mais dans leur pouvoir de fascination. Ils ne sont pas de simples reliques du passé, ils sont des énigmes vivantes, des passerelles vers un monde où le savoir était sacré et où la vérité se transmettait à travers le symbole. Chaque page semble dire « cherche mais ne découvre pas tout », car comprendre, c'est aussi détruire le mystère, et peut-être que certaines choses doivent rester dans la lumière, mais à moitié cachées par l'ombre. Au cœur de Rome, derrière les murs immenses de la cité du Vatican, se cache l'un des lieux les plus secrets de la planète. Un labyrinthe souterrain, silencieux, où reposent des siècles d'histoire interdite, les archives apostoliques du Vatican. Ce n'est pas une simple bibliothèque, c'est un coffre-fort d'un autre temps. 12 siècles de lettres, de traités, de manuscrits et de documents pontificaux soigneusement conservés sur plus de 85 km de rayonnage. Des étagères infinies, couvertes de reliures anciennes, contenant tout ce que l'Église a vu, fait ou tenter d'oublier. Des correspondances entre papes et rois, des décisions de guerre, des secrets d'État, des chroniques religieuses, des archives diplomatiques. Chaque document raconte une parcelle de l'histoire du monde. Et pourtant, l'immense majorité de ces écrits reste inaccessible au public. Contrairement aux autres archives historiques, celle du Vatican ne s'ouvre qu'à une poignée d'élus. Chercheurs, historiens ou prêtres trayés sur le volet doivent déposer une demande officielle, expliquer leur sujet d'étude et attendre l'approbation du préfet des archives. Même lorsqu'ils obtiennent le précieux sésame, leur accès est limité. Certaines zones sont interdites, d'autres sont surveillées, et la photographie y est presque totalement proscrite. Le Vatican justifie ce contrôle par la nécessité de préserver des documents fragiles menacés par le temps. Mais pour beaucoup, cette explication ne suffit pas, car là où il y a des portes closes, il y a des rumeurs, et les rumeurs, elles, racontent autre chose. Depuis des décennies, les théories se multiplient. Certains affirment que les archives abritent des textes capables de bouleverser la foi chrétienne, des évangiles oubliés, des prophéties
ou même des preuves remettant en cause la vie du Christ. D'autres évoquent des documents diplomatiques révélant des alliances cachées entre le Vatican et les grandes puissances, voire des récits de contacts extraterrestres que l'Église aurait choisi de taire. Et puis, il y a le mystère le plus célèbre, le troisième secret de Fatima. En 1917, 3 enfants portugais affirment avoir reçu un message de la Vierge Marie. 2 des prophéties furent révélées au monde, mais la 3e resta cachée pendant des décennies, enfermée dans les archives du Vatican. Quand elle fut enfin dévoilée, beaucoup refusèrent d'y croire. Les sceptiques assurèrent que la version publiée n'était qu'une partie du secret, que la vérité restait derrière ces murs, trop dérangeante pour être révélée. À l'intérieur des archives, tout est pensé pour protéger autant que dissimuler. Les chercheurs autorisés travaillent dans des pièces fermées, isolées, surveillées par le silence. Les manuscrits qu'ils consultent datent parfois de 1000 ans. Leur odeur d'encre et de parchemin, les traces des sceaux brisés rappellent que ces pages ont traversé des guerres, des révolutions, des réformes. Mais ce qui attire le plus la curiosité du monde, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on ignore. Car personne, à part quelques membres triés sur le volet, ne connaît réellement l'étendue de ce que contiennent ces sous-sols. Et cette inaccessibilité alimente les fantasmes. Si le Vatican garde ses secrets enfermés, c'est qu'ils doivent être puissants, peut-être même trop puissants pour être dévoilés. Pourtant, tout n'est pas mythe. Les rares chercheurs qui ont pu pénétrer dans les archives y ont fait des découvertes majeures. Des lettres diplomatiques révélant le rôle du Vatican dans les intrigues politiques de la Renaissance, des manuscrits sur les débats théologiques qui ont façonné la chrétienté, ou encore des correspondances secrètes entre papes et monarques révélant la face politique de la foi. Ces trouvailles ont permis de mieux comprendre comment l'Église a influencé et parfois manipulé les rois, les empires et les peuples. Elles montrent que les archives ne sont pas qu'un symbole de secret, elles sont aussi un miroir du pouvoir. Pour le Vatican, chaque mot compte, chaque révélation est mesurée. Libérer trop d'informations pourrait semer la confusion, voire menacer la stabilité de la foi. C'est un équilibre fragile entre ouverture et dissimulation, une transparence contrôlée, où la lumière ne passe que par les fissures qu'on choisit de laisser. Cette prudence alimente à la fois la méfiance et la fascination. Et à chaque fois qu'un chercheur obtient une nouvelle autorisation, qu'un document est déclassifié, l'imaginaire collectif retient son souffle. Qu'allons-nous découvrir cette fois? Les archives du Vatican représentent quelque chose de plus grand que leurs murs. Elles incarnent la tension éternelle entre la vérité et le secret, entre la foi et le doute, entre le besoin de savoir et la peur de ce que l'on pourrait apprendre. Elles sont la preuve que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe de portes verrouillées. Certaines s'ouvrent avec le temps, d'autres ne s'ouvriront jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car tout ce qui dort derrière ces portes ne concerne pas seulement la religion, mais le pouvoir, la foi et la nature même de la connaissance humaine. Les archives du Vatican nous rappellent une chose essentielle, que certaines vérités sont si complexes qu'elles ne peuvent exister qu'entre les lignes. Elles symbolisent le poids du secret, la fragilité du savoir et la peur de tout ce qu'une révélation pourrait provoquer. Et quand on contemple ces portes scellées, on comprend que le mystère n'est pas seulement dans les documents, qu'elles cachent, mais dans le silence qu'elles protègent. Car au fond, le vrai pouvoir n'a jamais été dans les mots, il a toujours été dans ce qu'on choisit de ne pas dire. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur l'existence de programmes secrets capables de manipuler l'esprit humain. Des expériences cachées, menées dans l'ombre, qui auraient cherché à contrôler les pensées, les émotions et même la volonté des individus. Ces histoires paraissent parfois trop folles et pourtant, elles persistent, alimentant la peur que nos esprits puissent être dirigés à notre insu. On raconte que des organisations de l'ombre auraient mis au point des techniques de manipulation mentale capables de transformer une population entière en marionnettes inconscientes. Des schémas complexes mêlant technologie avancée, hypnose, drogue expérimentale et contrôle psychologique. L'idée est vertigineuse que notre esprit, ce que nous avons de plus intime, puisse être contrôlé, programmé, voire réécrit. Au centre de ces récits se trouve un nom qui, aujourd'hui encore, glace le sang. MK Ultra, un programme secret lancé par la CIA au début des années 1950, officiellement destiné à explorer les techniques de manipulation mentale. Les chercheurs y testaient les effets de drogues psychotropes, d'hypnose, de privation sensorielle et de stimulation électrique du cerveau. Des expériences souvent menées sur des cobayes humains sans leur consentement. Des documents déclassifiés ont révélé que certains sujets ignoraient totalement qu'ils participaient à des tests. Certains furent drogués au LSD, d'autres plongés dans des états de transe,
d'angoisse ou de folie. Ce n'était pas de la science, c'était de la domination. Et si le programme fut officiellement abandonné dans les années 1970, son ombre continue de planer, car beaucoup croient que ces méthodes n'ont jamais disparu. Elles auraient simplement changé de nom, de lieu et de forme. Depuis la révélation du scandale MKUltra, de nouvelles théories sont apparues. On dit que les gouvernements auraient poursuivi leurs recherches en secret avec des technologies bien plus avancées. Ondes électromagnétiques, signaux neuronaux à distance, implants invisibles ou messages subliminaux intégrés dans les médias. Certains affirment que nos écrans, nos publicités et nos réseaux sociaux seraient aujourd'hui les nouveaux outils du contrôle mental. Non plus pour briser l'esprit, mais pour orienter les pensées, créer des opinions, fabriquer des désirs, influencer sans qu'on s'en rende compte. Et à bien y regarder, les preuves ne manquent pas. La science a démontré que le cerveau humain est hautement réceptif à l'influence. Nos émotions peuvent être modifiées par des sons, des images, des messages répétés. Les campagnes publicitaires, les discours politiques et même les algorithmes des réseaux sociaux exploitent ces mécanismes. Chaque jour, des milliards d'informations traversent notre esprit. Et parmi elles, certaines sont conçues pour façonner notre perception du monde. La question n'est donc plus de savoir si le contrôle mental existe, mais jusqu'où il s'étend déjà. Les partisans du contrôle de l'esprit affirment que ces recherches ne visaient pas seulement la guerre ou le renseignement, mais quelque chose de plus vaste, le pouvoir absolu. Car contrôler l'esprit, c'est contrôler la réalité elle-même. Mais ces théories reposent aussi sur une peur profondément humaine, celle de perdre le contrôle de soi. Dans un monde saturé d'informations, de manipulations et de mensonges, il devient difficile de distinguer la vérité de l'illusion. Et cette confusion nourrit les croyances les plus sombres. Les chercheurs s'accordent à dire qu'aucune technologie ne permet aujourd'hui de diriger totalement un esprit humain. Le cerveau reste un organe d'une complexité vertigineuse, fait de milliards de connexions que nous ne faisons qu'effleurer. Mais s'il est impossible de prendre possession d'un esprit, il est tout à fait possible de l'influencer. Publicité, propagande, persuasion, réseaux sociaux, tout cela agit comme un contrôle mental à échelle douce. Pas par la force, mais par la répétition, par la suggestion. Une forme invisible de domination qui s'exerce chaque jour sans que nous en soyons conscients. Certaines personnes, persuadées d'être victimes de manipulation mentale, sombrent dans la paranoïa. Elles affirment entendre des voix, ressentir des signaux, être observées en permanence. Les spécialistes parlent de troubles psychiques, mais pour les concernés, ces phénomènes sont bien réels. Et dans cette frontière trouble entre la science et la croyance, la peur devient une arme. Derrière le fantasme du contrôle mental se cache une question plus universelle. Sommes-nous vraiment libres? Nos pensées sont-elles vraiment les nôtres ou sont-elles le produit des influences qui nous entourent? Chaque image, chaque mot, chaque émotion qui traverse notre esprit est filtrée, orientée, ajustée. Et même si nous refusons de le croire, une part de notre esprit appartient déjà à ceux qui savent comment le manipuler. Les expériences du programme MKUltra sont devenues un avertissement pour l'humanité. Elle rappelle jusqu'où peut aller la soif de pouvoir lorsqu'elle n'est plus freinée par la morale. Elle prouve que l'obsession du contrôle peut mener à la déshumanisation totale. Mais elle nous enseigne aussi autre chose, que le véritable champ de bataille ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans nos esprits. Le mythe du contrôle mental continue d'évoluer avec la technologie. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de drogue ou de machine, il s'agit d'influence numérique, d'intelligence artificielle, de manipulation émotionnelle à grande échelle. Et plus nos vies deviennent connectées, plus cette influence devient puissante. Les frontières entre ce qui est réel et ce qui est induit deviennent floues. Nous vivons dans une ère où la persuasion est devenue la nouvelle forme de domination. Le contrôle de l'esprit n'est peut-être pas un projet scientifique, mais une réalité psychologique. Nous sommes bombardés d'images, d'informations, de récits destinés à orienter nos choix. Et c'est là que réside la vérité. Le pouvoir de manipuler ne vient pas toujours d'un laboratoire, mais des structures invisibles qui contrôlent ce que nous voyons, pensons et croyons. Le danger, c'est de ne plus savoir quand une idée vient de nous ou d'ailleurs. Le contrôle mental n'est pas qu'un vestige du passé, c'est une histoire qui se réécrit à chaque progrès technologique. Et plus nous avançons, plus la frontière entre la science et la manipulation s'efface. La véritable question n'est donc plus « peut-on contrôler l'esprit humain ?», mais plutôt « sommes-nous encore capables de penser seuls ?»
Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Personnellement, j'ai adoré me plonger dans ce milieu assez flou, des théories du complot et des conspirations, etc. C'était très intéressant pour moi de découvrir tout ça. Alors j'espère honnêtement que ça l'a aussi été pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez une de ces théories. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou alors peut-être qu'il y en a une qui vous a surpris plus que d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti par rapport à la vidéo et j'irai voir ça avec un énorme plaisir. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici, où je partage des petites histoires, mon quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!